Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors non, je n'ai pas déménagé, je suis en vacances chez mes parents et donc je suis dans la chambre d'amis. Anciennement, la chambre de mon frère. Mon cœur est vachement travaillé en ce moment dans le fait de témoigner parce que s'il y a Elpis en fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une histoire derrière, c'est parce que j'ai vécu des choses qui font que j'ai ressenti le besoin à un moment donné de dire ma vie, mon expérience doit servir. Elpis vient d'une douleur qui a été profonde et qui a été la mienne. Et mon cœur est travaillé par rapport au fait de partager plus de ça durant cet été. Alors, on verra ce que ça donne. Et puis simplement, je me lance et je me donne un peu plus et je m'offre un peu plus parce que, oui, moi j'ai un profil enseignant, mais toutes les personnes qui m'écoutent n'ont pas forcément un profil enseignant, c'est-à-dire qu'elles ont peut-être plus besoin d'avoir l'impression d'être assises à boire le café avec moi et puis qu'on parle simplement ensemble. Alors aujourd'hui, je vais vraiment te partager un bout de mon histoire. Et je crois que si Dieu a fait quelque chose dans ma vie, il peut et il veut le faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que oui, nous sommes uniques, on le dit, on le répète, mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'on est suffisamment lambda pour qu'on puisse se reconnaître les uns les autres et pour qu'on puisse se dire que la promesse de Dieu, elle n'est pas que pour une personne qui est unique, mais elle est aussi pour tout un chacun aujourd'hui. On a quand même des points communs. Et heureusement qu'on n'est pas si extraordinaire et aussi exceptionnel que ça, parce que sinon, en fait, on peut pas témoigner, on peut pas, les gens peuvent pas se reconnaître en nous. Et ce qui revient le plus sur mon cœur, en fait, c'est vraiment de partager la jeunesse d'Elpis. Pourquoi Elpis existe aujourd'hui? Et ça date de 2014-2016, où j'ai eu une relation que certains qualifient de toxique. J'ai pas la prétention de dire qu'elle est toxique ou quoi que ce soit. C'était juste un gros accident de parcours, un gros carambolage dans ma vie. Et qui a aussi été l'occasion pour Dieu de venir reprendre sa place. L'idée, c'est de te partager qui j'étais, comment je suis rentrée dans cette relation et ce que j'en retire. Je fais pas de mon expérience une généralité. Je fais pas de mon expérience quelque chose d'absolu. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce qui fait aussi une partie de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis que je comprenne plein de choses. Alors, qui j'étais à cette période de ma vie? Alors là, à ce moment-là, j'ai entre 22 et 23 ans, pardon. Je suis en études d'infirmière, c'est ma dernière année. Il faut savoir que mes 2 premières années d'études, elles ont été horribles, juste horribles. En fait, en gros, jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis en couple avec quelqu'un, ce qui fait que je suis encore assez cadrée dans ma tête. Le moment où je me sépare de cette personne, c'est comme le chaos. Je me suis tellement raccrochée à lui, sans dire que j'étais dépendante ou quoi, mais en fait, mon couple, c'était ma sécurité. Et en fait, au moment où je me sépare, il y a tout qui part à volo dans ma vie. Et puis, ça avait déjà commencé au niveau des études. Le sens profond, je l'avais pas. Et puis, j'étais en crise, mais dans une crise identitaire, mais qui était terrible. C'est que j'avais mis en place en psychologie, on appelle ça le coping, c'est le fait de faire face. Donc, c'est des stratégies que tu vas mettre, des stratégies de coping, des stratégies d'évitement, des mécanismes d'adaptation pour faire face à des choses que tu as vécues et qui ne sont pas résolues. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un qui m'était un peu suradapté toute ma vie, mais au détriment de ma propre personne. Ce qui fait que j'arrive à la vingtaine et je suis... Tout ce que je sais, c'est que je suis en colère. Et encore, je suis même pas au courant que je suis en colère. Je suis... Tout en moi crie, tout en moi a mal, tout en moi est paumé, tout en moi ne sait pas où il doit aller, tout en moi se raccroche à des certitudes, à des injonctions, à des on ne doit pas. Et en fait, ça me rend à la fois dure, mais à la fois... Je suis pas un roseau qui plie mais ne rompt pas, pas du tout. Je suis extrêmement dure. Le moindre impact est hyper dur à digérer pour moi. Je suis à l'intérieur, je me sens toute petite. À l'intérieur, je me sens ultra fragile. À l'intérieur, je me sens perdue. Et mes études infirmières se passent très mal. Sur mes lieux de stage, c'est l'enfer, vraiment. Et c'est toujours le même schéma. Et je sais que j'ai ma part là-dedans aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, je me dis, mais comment je fais pour me retrouver tout le temps dans les mêmes situations? Comment je fais pour que, à chaque fois, en fait, il y ait comme une espèce de coalition contre moi, alors que moi, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de montrer que je peux, que je suis un bon élément, et en fait, c'est ça, c'est cette envie de montrer qui m'a desservi énormément, et en plus, il se trouve que partout où je passais, on me rappelait mon physique. C'est-à-dire que j'étais une jolie fille qui, en plus, je plaisais, et puis, moi, je me plaisais pas spécialement, moi, je m'aimais pas spécialement. Mais les gens pensaient que, en fait, si je paraissais si sûre de moi, parce que je paraissais très sûre de moi, et j'ai toujours eu quand même un certain charisme, une certaine prestance et tout,
Et c'est comme les gens pensaient que je me trouvais trop belle et que du coup, en fait, je me la pétais et que j'en pouvais plus de moi-même et que du coup, j'arrivais avec mes gros sabots partout. Ça n'avait rien à voir avec mon physique, j'en avais pas mal rien à faire parce que moi, à l'intérieur, je me sentais vraiment malheureuse, je me sentais pas bien et tout ce que je voulais, c'était trouver ma place quelque part et j'étais désespérée de donnez-moi une place, je sais que je peux remplir satisfaction et je sais que je peux être pour vous je peux être une aide pour vous. Et c'était ça que je voulais être, mais avec toutes les contre-attitudes qu'il y allait avec toute la maladresse qu'il y allait avec toute l'immaturité aussi sous certains aspects, parce que autant j'étais très mature sur certaines choses, autant émotionnellement parlant, c'était une catastrophe parce que j'avais tellement réprimé tout le temps mes émotions que j'étais incapable de comprendre ce que je vivais. À l'opposé, j'étais extrêmement empathique, ce qui faisait que j'avais une bonne lecture de l'être humain et je ressentais tout ce que... Et c'est encore aujourd'hui le cas, sauf qu'aujourd'hui ça me fait plus souffrir. Mais j'absorbe en fait. Je ressens ce que les gens en face de moi ressentent. Je suis ultra empathique et du coup, à cette époque-là, c'était très compliqué parce que je comprenais ce que j'en ressentais. Par contre, j'avais une intelligence émotionnelle propre qui était proche de zéro. J'avais 2 émotions, la colère et l'angoisse. Voilà, c'était juste la catastrophe. J'arrive sur un lieu de stage où je me dis, cette fois ça va mieux se passer. Je vais faire en sorte que mes schémas se reproduisent pas, tout ça. Et donc, j'arrive sur mon lieu de stage, les cheveux attachés, j'ai mes lunettes de vue, je crois que, je m'étais pas maquillée ou j'avais mis juste du mascara, vraiment le plus sobre possible. Je mets un jean, une chemise que je boutonne jusque là, quoi. Et puis voilà. Et je suis habillée ultra basique. Je me dis, Johanna, tu es polie, tu souris, tu dis oui, tu poses aucune question, rien. Et en fait, au bout de 48 heures, rebelote, elle a mis un décolleté, elle est là pour séduire des gars. Sur mon passage, je sens que ça chuchote, je sens qu'il y a des regards dans mon dos, et là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, sauf que de nouveau, je me retrouve à... Mais qu'est-ce que j'ai fait encore une fois pour que ça se passe comme ça? Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a une telle souffrance chez la personne, c'est vraiment le concept des personnes qui sont harcelées, même si j'estime pas que j'étais harcelée, mais faut comprendre que c'est la souffrance de la personne qui fait qu'elle attire des situations de harcèlement. J'avais un tel mal-être que j'attirais en fait à moi des trucs dégueux, des situations dégueu tout le temps. Il se trouve qu'il y a cet infirmier-là qui prend ma défense. Il met fin au ragot, il s'interpose, et puis en gros, il est là, mais attends, elle vient d'arriver, foutez-lui la paix, laissez-la en fait faire son stage, c'est juste, voilà. Et puis il se trouve que c'est un homme dans un milieu qui est très féminin, donc il a eu l'habitude de voir des situations de stagiaires, infirmières qui se font maltraiter, qui se font défoncer par des équipes, parce que c'est un milieu, que Dieu les bénisse. Lui, du coup, il voit tout de suite ce qui est en train de se passer, donc il s'interpose. Et donc, on sympathise, on parle ensemble et tout, le stage commence et tout, et en fait, au fur et à mesure du stage, on commence à se voir à l'extérieur et tout, et on se met ensemble. Et jusque-là, ça va. Mais là où ça va plus, c'est dès qu'en fait, on commence vraiment une relation. Très vite, il commence à y avoir des phrases du style « Ouais, mais tu sais... Mon frère, il m'a dit qu'il fallait que je me méfie parce que comme t'es stagiaire, en fait, tu peux retourner les choses contre moi, tu vas vouloir avoir des bonnes notes. » Enfin, au fur et à mesure, il se passe que je me retrouve dans une situation où je dois quelque part lui prouver que non, mes intentions sont nobles, que je suis pas là pour autre chose que pour ce qu'il est lui, enfin voilà. Et puis, du coup, ça me piège. Parce que quelque part, t'as plus le droit de partir. En fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est que là, il y a un piège qui est en train de se faire autour de moi, c'est si je peux pas partir. Et puis ensuite, il vient avec son histoire de salaire, parce que c'est un pays où le salaire est bon, enfin voilà. Et il faut savoir que moi, j'ai que ce référentiel-là à ce moment-là, donc je comprends pas en quoi l'histoire de son salaire... Mais pour lui, il a pas le même référentiel. Donc il commence à me... Ouais, mais tu sais, parce qu'en fait, il y en a qui me disent que comme t'es jeune, que t'es étudiante, t'es avec moi pour le salaire et tout. Et de nouveau, c'est tellement fin dans sa manière de faire les choses qu'au fur et à mesure, deuxième piège, je peux pas le quitter parce qu'on risque de penser que... Et ça, ce sera l'objet d'une vidéo un jour, mais le regard des autres, l'opinion des autres, c'est quelque chose qui m'a pourri la vie. Et du coup, il y a pas mal de red flags comme ça. Et notamment un gros red flag aussi, c'est que ce qu'il me dit pas, c'est qu'au début, on commence à se fréquenter, en fait, il a quelqu'un. Et là, il va quitter cette personne pour moi. Mais moi, j'étais absolument pas au courant de ça. Et puis, les gens autour, quand je commence à le présenter, il y a personne qui peut le saquer. Mais quand je vous dis personne, c'est personne.
Et en fait, je continue, j'ignore les red flags. Et puis, alors que là, on commence à en avoir pas mal. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il prend trop de place. Tout de suite, il est omniprésent. Tout de suite, il me couvre de cadeaux. Tout de suite, c'est trop. En fait, c'est trop, trop, trop. Et on n'oublie pas, à ce moment-là, j'ai pas d'amour propre. Je suis ultra vulnérable. Je me sens petite. Je me sens complètement fragile. Comme je me suis pas sentie dans ma vie suffisamment protégée. Je me suis sentie très vite... elle peut se débrouiller, elle est suffisamment mature, donc elle va faire. Et je pense que j'ai aussi induit ces comportements parce que j'étais une petite fille qui avait plein de capacités, qui a montré très vite pas mal de maturité, enfin voilà. Donc du coup, c'est comme je me suis pas sentie protégée. Donc là, j'ai cette personne qui me protège. J'ai cette personne qui me protège, mais la contrepartie, elle est gigantesque psychologiquement. J'ai plus d'espace pour respirer, et puis en fait, au fur et à mesure, je m'installe avec lui. Comme on vit ensemble, et ben... il a comme de plus en plus une emprise sur moi. Mais il faut vraiment comprendre que ça se fait petit à petit. C'est à la fois rapide et à la fois, mais comme c'est des petites choses qui sont répétées tout le temps. Moi, il m'a vidé le cerveau. Je me sentais complètement plus en possession de moi-même, plus en possession en capacité de penser par moi-même. Et il était tout le temps là, en fait. Et puis, il était tout le temps là. On s'est aussi énormément disputé parce que j'ai quand même le caractère que j'ai et c'est que moi je rentrais dedans. Enfin, c'est ça aussi le paradoxe, c'est que en même temps, moi j'étais aussi hyper toxique pour lui parce que je pétais les plombs pour un oui, pour un non, tellement j'avais plus d'espace mental. C'était comme j'avais du bruit dans la tête en permanence, j'avais toutes ces pensées, j'avais tout ce qu'il me disait. Il m'avait coupé de mes amis, il m'avait coupé de ma famille aussi, beaucoup. J'étais comme à fleur de peau et le moindre truc, en fait, je vrillais. Ça paraît aberrant avec le recul, je me dis, mais à quel moment tu te retrouves dans une telle situation? La seule chose que je peux dire, c'est que c'est comme il était dans ma tête. Il était dans ma tête. Il était tellement dans ma tête que j'avais même plus la place pour y être moi-même et pour avoir un discernement. Et puis, les disputes, ça va crescendo. Puis en fait, il avait un truc aussi, c'est que il prenait des médicaments, volait des médicaments au boulot. Et il y a eu ce soir de trop, ça lui était déjà arrivé plusieurs fois, puis il avait il était un peu comme somnambule par moments, c'était très bizarre. Donc bref, et je rentre d'un week-end chez mes parents, et à ce moment-là, je suis éteinte. En fait, je suis éteinte, les gens ne me reconnaissent plus, les gens se posent des questions, les gens comprennent pas, les gens se font du souci pour moi. Et le niveau de pression, il est très 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 élevé là, pour tout le monde en fait. Et je rentre, et on se dispute. Et je sais même plus pourquoi on se dispute. Et ça part dans tous les sens et tout. Et il se trouve que ce soir-là, il a pris pas mal de différents médicaments. Lui, il m'a dit qu'il était dans un état second et qu'il se rappelait de rien, bien évidemment. Après, dans son discours, dans ses propos, c'était la même chose que d'habitude. Il y avait rien... Je me suis même pas dit, punaise, il est pas comme d'habitude. Non, je me suis juste dit, punaise, il est pire que d'habitude. Et du coup, de fil en aiguille, il y a un coup de poing qui part. Et là, en fait, il s'acharne sur moi et il me roue de coups. Il me traverse dans tout l'appartement, enfin bref, l'horreur. J'ai rarement parlé de cet épisode de ma vie, ou en tout cas j'en parle très peu publiquement, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui c'est le temps et c'est le moment, parce que y a différentes choses sur cette soirée-là en particulier. Donc à un moment donné, je suis par terre et j'entends vraiment dans ma tête, il n'y a rien de plus pour toi que ça. Ça, ce sera ta vie. Et avec le recul, je me rends compte à quel point l'ennemi s'est acharné sur moi, mais un truc de malade. L'autre chose, c'est qu'à un moment donné, enfin bref, il sort un couteau, enfin n'importe quoi. Donc moi, je cours chez les voisins, je tambourine à leur porte. Évidemment, ils dorment pas, ils ont tout entendu. Ils sont en flip, ils se disent qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté. J'arrive, ils me recueillent et tout. Je suis dans un état, j'ai un discours qui est complètement incohérent, c'est n'importe quoi, enfin voilà. Il vient me chercher un peu après. Donc les voisins ouvrent quand même, puis c'est compliqué pour eux. Ils sont dans une situation où on fait quoi? Faut quand même être réaliste sur le fait que quand ça t'arrive, tu sais pas du tout quoi faire. À part ça, ils ont été géniaux et je sais même pas comment ils s'appellent ces gens-là, mais enfin bref, voilà, heureusement qu'ils ont été là. Ils ouvrent la porte, ils voient le regard du gars là à ce moment-là, et même moi, je le sais, je revois cette image. Il était pas tout seul en fait. Par rapport à son histoire de vie, le pays où il a grandi, tout ce qui s'est passé et tout, je pense sincèrement qu'il y a des liens spirituels sur cette personne et sur sa famille, mais enfin voilà, bref, après moi. Mais ce soir-là, littéralement,
il n'était pas tout seul. Il y avait un truc dans son regard, mais c'est ce qu'elle m'a dit, la voisine, plusieurs jours après. Elle m'a dit, quand il est venu te chercher avec mon copain, on a vu son regard, on a dit, c'est pas normal, il y a un truc là, on n'a jamais vu un tel regard, il y a une lueur, un truc, mais qui te glaçait le sang, enfin voilà. Le lendemain, évidemment, il a tout oublié, il comprend pas, il est désolé, il me demande pardon, peut-être que je vais pas aller travailler si on reste à la maison à se reposer. Alors moi, je sors du lit, je me maquille, je dis, alors moi je vais au travail, c'est hors de question, je reste pas dans cet appart avec toi. Donc je vais au boulot. Ça va prendre quand même plusieurs jours avant que j'ose dire à haute voix. Et j'ai même pas expliqué, c'est là ce que je suis en train d'expliquer là. Mais j'ai mis des semaines à le sortir. Là, au début, c'est juste, il m'a levé la main dessus. Et c'est ça, et c'est à une seule de mes copines, et c'est tout. Enfin, il y a vraiment rien d'autre, quoi. Ça prend du temps, mais j'arrive, en fait, c'est l'événement de trop. C'est le truc de trop qui fait que il arrive, et le lendemain soir, j'ai des bijoux qui m'attendent, un robot ménager qui coûte genre 1500 € qui m'attend à la maison et tout. Mais dans le même temps, il me dit, tu exagères. Ce que tu racontes là, donc là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas vrai, je l'invente. C'est un truc de fou. Donc en fait, en même temps, il me couvre de cadeaux, en même temps, il me demande pardon, il envoie des photos à mes parents et tout machin. Et dans le même temps, il dit, t'exagères. C'est pas vrai, tout ça, ça s'est pas passé. C'est là où je me dis, attends, là par contre, il y a un vrai décalage, il y a un vrai problème parce que, pour le coup, je sais, moi, que ça, je l'ai vécu. Je sais que j'ai pas inventé une chose pareille. Pourquoi j'inventerais ça? Même si j'ai eu le doute à un moment donné, tellement il m'a maintenu que je mentais, je me suis dit, peut-être que c'était pas si grave, peut-être que c'était pas si... C'était un accident. En même temps, moi aussi, j'aurais peut-être pas dû me disputer avec lui. Enfin, voilà, il y a vraiment... Mais quand même, il y a ce truc de non, là, je sais ce que j'ai vécu. Mon propre cerveau reprend de la place. Ma propre pensée reprend de la place. Mon discernement reprend de la place. Ma capacité à penser par moi-même reprend de la place. Et il se trouve que un jour, je suis vraiment pas bien. Je vais chez le médecin. Et là, je lui dis au médecin ce qui s'est passé. Et je tombe sur un médecin de la Lune. Je sais pas d'où il vient, ce monsieur. Il me dit, je te fais 1 semaine d'arrêt. C'est la première et la dernière fois que je te vois pour ça. Tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez tes parents. Il m'a mis un coup de pied aux fesses. Donc j'ai pris quelques affaires, je suis rentrée chez mes parents. Et à partir de là, j'ai réussi à le quitter. Ça a été très compliqué, ça m'a pris quand même plusieurs... et c'est là aussi où Dieu a vraiment fait une œuvre en moi, c'est que il y a des gens qui m'ont vu plusieurs semaines après, ils croyaient pas que j'avais vécu ça. Le moment où je suis sortie, le moment où j'ai pu reprendre en fait mon cerveau, ou puis voilà, je sais que j'ai aussi cette force de caractère-là, à partir du moment où je me suis retrouvée, où j'ai retrouvé ma pleine capacité, entre guillemets, Dieu a fait un truc de fou, et très vite je me suis relevée. Mais par contre, j'ai eu des mois de harcèlement, il a appelé tout mon entourage, il leur a dit que j'étais borderline, que j'étais folle, que j'étais dépressive. Cette période de ma vie, pour moi, je le dis souvent, l'image emblématique, c'est je vois mon corps qui touche le fond de la piscine, comme je suis en train de me noyer et je touche le fond. Et j'avais pas d'autre choix que de taper du pied pour remonter à la surface. C'est vraiment... J'avais plus le choix. Ça a été une période vraiment dure, vraiment très 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 difficile. Mais l'élément déclencheur, ça a été une conversation avec mon père, où je blâmais Dieu, où je blâmais la vie, où je blâmais tout le monde, enfin voilà quoi. En fait, et c'est ça aussi, il faut vraiment comprendre. Nous avons besoin de sortir de la pensée que nous sommes des victimes. Nous avons besoin de comprendre que, quelles que soient les choses qui nous arrivent dans notre vie, on décide de ce qu'on fait de ce qui nous est arrivé. On prend aussi des décisions qui parfois nous amènent dans des situations abracadabrantes. Faut arrêter de blâmer la terre entière, parce que quand tu blâmes, c'est pas la pensée de Dieu, et en fait, même les gens qui n'ont pas Dieu aujourd'hui dans leur vie ont compris que c'est soit tu te victimises, soit tu prends ta part de responsabilité. Oui, il m'est arrivé ça dans ma vie, mais parce qu'il m'est arrivé ça, j'ai aussi fait tel et tel choix, et j'en suis là aujourd'hui. Je suis pas heureux, je suis toujours autour des mêmes montagnes, je suis toujours dans les mêmes problématiques. Combien de fois on m'a dit, ouais, des fois, Jo, tu vas un peu... Mais oui, mais parce que je sais qu'en fait, le temps que tu perds à te victimiser, en fait, c'est juste du temps qui te reviendra pas. Par contre, si tu décides de dire... Je parle pas de... On a le droit de pleurer sa blessure. On a le droit de prendre un temps à part, de repli, de... Tout ça, c'est ok. Mais en fait, c'est pour en faire quelque chose. Si c'est juste pour rester dans le truc du « je suis une victime, il m'est arrivé ça et je reste là-dedans », il se passera jamais rien. Et donc, c'est une conversation avec mon père. Je suis en train de blâmer la terre entière et tout. Et surtout Dieu, bien sûr. Pourquoi il a permis ça? Mais je comprends pas. Mais enfin, voilà.
Je suis très fâchée après Jésus depuis longtemps, mais alors là, c'est un peu le truc de trop, quoi. Et c'est mon père qui me dit, à quel moment as-tu demandé à Dieu son approbation avant de partir t'installer avec ce garçon? Sur le moment, cette phrase, elle me... Et, oublions pas, je suis une victime, d'accord? J'ai rien mérité de tout ce qui m'arrive, c'est l'horreur, la vie s'acharne après moi. Et oui, l'ennemi, il a fait son taf, oui. Mais, il y a des moments, je lui ai aussi facilité la tâche. Et puis cette phrase, elle reste et elle tourne dans ma tête. Et ça, c'est pareil, il y a des moments... On fait un petit peu de Jésus, le gentil petit Jésus qui est gentil. Mais je pense que Jésus, il est capable de te dire aussi des phrases du style « À quel moment as-tu demandé l'approbation au Père avant de partir t'installer avec ce garçon ?» Jésus, quand il vient se présenter à toi, il met devant toi la mort et la vie, et c'est toi en fait qui choisis. C'est toi qui confesses de ta bouche que tu le reconnais comme Seigneur et Maître. Nous avons beaucoup à gagner à étudier la façon dont Jésus parle avec les gens autour de lui, à regarder comment il se présente à chacun et le choix qu'il laisse à chacun. Il nous laisse notre part de responsabilité. On aime beaucoup parler de la liberté, on aime beaucoup parler du libre arbitre, on parle beaucoup moins de la part de responsabilité de chacun. Et cette phrase, en fait, elle a été comme un élément déclencheur, une cascade, en fait, dans ma vie, parce que c'est ce qui a préparé le terrain pour la suite. De maintenant, je dois prendre mes responsabilités. Et je dois prendre mes responsabilités avec le sac à caca là, que je me traîne derrière moi. Et je me le suis traîné. Et il y a des gens à qui j'ai dû demander pardon. Et j'ai essuyé les conséquences de mon péché et de mes actes et de mes mauvaises décisions. Voilà. Mais à partir du moment où je décide d'affronter les conséquences de mes choix, à partir du moment où je décide de remettre ma vie en ordre à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la mentalité de Christ, oui, ça n'empêche pas qu'il y a des conséquences. Mais il y a une grâce surnaturelle à ce moment-là qui tombe sur ta vie et qui fait que, oui, tu vas pleurer et ça va être difficile, mais tu vas le traverser. Et ce que Dieu a derrière le désert, c'est Canaan. Et je pense qu'on a vraiment à gagner à ça, à reprendre notre part de responsabilité. Et c'est vraiment la chose que j'ai appris de cet événement de ma vie. L'autre chose, et qui est mon cœur pour Elpis, c'est que si tu t'aimes pas, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'étais encore hier avec une copine qui me disait « Mais je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas. » C'est une femme de foi en plus. « Je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, j'arrive pas à m'aimer. » C'est quelque chose, ça fait des années que je travaille dessus. Et j'attends en fait que Dieu entre guillemets, me libère, quoi. Je comprends la pensée, mais je pense que nous avons aussi à arrêter de remettre en question ce que Dieu a fait avec nous quand il nous a créés. Dieu ne crée pas de personne au rabais. Je suis ce que je suis, dans tout ce qui est beau chez moi et dans tout ce qui est moins beau aussi. Et c'est pas parce que Dieu a fait des choses moins belles, mais c'est parce que je suis un humain avec le péché qui est en moi et puis avec aussi toute la complexité de la vie humaine et de où est-ce que je suis née, de ce que j'ai vécu et des événements qui ont pris place dans ma vie. Donc oui, il y a des choses qui sont moins jolies en moi aujourd'hui. Il n'empêche que j'ai arrêté de remettre en question qui Dieu a créé le jour où il m'a imaginé, le jour où il m'a créé, le jour où il a insufflé la vie en moi. J'ai arrêté de le remettre en question. J'ai arrêté de lui dire pourquoi t'as fait ça avec moi. Et je crois que c'est la part de chacun aujourd'hui. Dieu ne fait pas d'erreur. Nous sommes souvent les dommages collatéraux des erreurs des humains. Ok, mais Dieu, lui, il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur. On est dans un monde qui est déchu, faut pas l'oublier. Et nous avons tous notre libre arbitre. Je fais des erreurs qui ont des conséquences sur mes enfants. Mes parents ont fait des erreurs qui ont eu des conséquences sur moi. Dieu n'a pas fait d'erreur le jour où il a créé mes parents, le jour où il m'a créé, le jour où il a créé mes enfants. Et ça, nous avons besoin de le comprendre. Nous avons besoin d'intégrer que il n'y a pas d'erreur. Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu dit qu'il nous a façonnés, qu'il nous voyait déjà dans les entrailles de notre maman. Il dit aussi que quand bien même une mère oublierait son enfant, lui, il ne l'oublie pas. Il ne fait pas d'erreur, il est ultra intentionnel. Donc, partons à la découverte de nous-mêmes. Et c'est ce qui a pris place dans les années qui ont suivi cet événement traumatisant dans ma vie. Parce que après, j'ai rencontré mon mari, il y a eu le bébé, enfin voilà, ça c'est obligé d'une autre vidéo. Mais je suis partie à la découverte de moi-même, simplement parce que quand tu apprends à connaître quelqu'un, au bout d'un moment, tu l'aimes. C'est rare d'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à connaître son histoire, d'apprendre à regarder les choses, à les accueillir et à les vivre avec lui, et de ne pas aimer la personne. En toute honnêteté, c'est difficile. Donc, il en va de même pour nous-mêmes. Arrêtons de remettre Dieu en question. Il n'a pas fait d'erreur. Et puis, partons à notre propre découverte et prenons la décision de, en fait, je vais m'aimer
Je vais m'aimer parce qu'il n'y a pas de choix. Parce que je sais que si je m'aime pas, va y avoir des conséquences dans ma vie. Et moi, il y a eu des conséquences pendant des années dans ma vie au fait que je ne m'aimais pas. Quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à se connaître, en fait, il y a du bon qui sort de ça. Et je ne parle pas d'un amour égoïste, je ne parle pas d'un amour égocentrique. Je parle d'un commandement qui est divin, qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est fort quand même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un positionnement qui peut être orgueilleux et j'en parle parce que Dieu a travaillé mon cœur là-dessus. Refuser d'aimer son prochain comme nous-mêmes, c'est orgueilleux. C'est orgueilleux parce que c'est Dieu qui me demande de le faire et j'ai pas à me lever contre la loi de Dieu. Si Dieu dit que je suis merveilleuse, j'ai pas à dire l'inverse, c'est orgueilleux. Je n'ai pas à dire que je suis autre chose que ce que Dieu dit de moi, c'est lui qui décide, c'est lui qui est Dieu. Et peut-être que les mots sont durs et que certains me disent « mais quand même, c'est pas ça l'orgueil et tout ». Mais en fait, l'orgueil, c'est croire qu'on est autre chose que ce que Dieu dit qu'on est. Et le fait de dire « je suis nul », « je peux pas m'aimer »,« je peux pas ceci »,« je peux pas cela », si le roi des rois peut le faire et si le roi des rois te dit de le faire, t'as plutôt intérêt à commencer à processer ça. Et en plus, parce que souvent, on a une mentalité qui est twistée et on est plus sur le faire que sur l'être, alors que Dieu est plus sur l'être que sur le faire. Et donc, on veut faire des choses en étant un espèce de machin un peu tout cassé. Et je sais, il y a plein de chrétiens qui aiment ça. C'est ouais, on est tout brisé et Dieu il nous utilise et c'est trop bien. Et oui, il nous utilise, oui. Mais en fait, avant de nous utiliser, il nous aime. Il nous aime pour ce qu'on est, pour tout ce qu'on est. Pour tout ce qui est beau et pour tout ce qui est moins beau chez nous, et même ce qui est pas beau, c'est pas qu'il le voit pas parce qu'il fait pas de déni, Dieu, mais en fait, il voit au-delà de ça. Donc les deux leçons vraiment que je retiens de cette période, de cette relation, du traumatisme que j'ai pu vivre à ce moment-là, c'est vraiment, j'ai ma part de responsabilité et je dois m'aimer. Parce que si je ne m'aime pas, il y a des conséquences qui sont terribles dans ma vie, et en plus, je vais le refiler en héritage aussi, et j'ai pas envie de donner cet héritage-là. Alors voilà, pour ce témoignage, pour ce temps vraiment passé ensemble qui est différent et que j'aurais voulu que ce soit moins long, mais que je suis bavarde. Alors je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.